Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, j'accueille Patrick Benjamin, qui est le secrétaire du groupement d'échange des préventeurs interentreprises, le GEPI. Le GEPI regroupe une centaine de préventeurs de grands groupes français qui discutent et partagent de leurs pratiques sur les thèmes liés à la SST. Je vous laisse découvrir ma discussion avec Patrick Benjamin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Partage d'expérience en prévention des risques. J'accueille aujourd'hui Patrick Benjamin. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation justement pour aujourd'hui nous parler plus précisément du GEPI, mais aussi nous partager votre parcours. Est-ce que justement vous pourriez commencer par vous présenter et nous dire aujourd'hui ce que vous faites? Oui, bien volontiers. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité à votre podcast que j'apprécie particulièrement. Oui, alors Patrick Benjamin, je suis ingénieur sécurité de formation et j'ai exercé pendant une trentaine d'années au niveau d'abord de Cogema sur La Hague, où j'ai eu diverses fonctions au niveau de mon intervention. Tout d'abord, avant de démarrer réellement ma fonction, j'ai été sur le terrain pour exercer différents métiers en compagnie des opérateurs, des compagnons, ce qui m'a permis de bien appréhender le métier de la prévention. Donc, La Hague, je suis arrivé en 87 avec la fin du grand chantier de La Hague. Donc, j'ai participé un peu à la construction, aux essais des installations. Et puis, enfin, j'ai terminé sur le poste de La Hague en tant qu'ingénieur sécurité du site. La Hague, c'est bien le lieu de stockage des déchets radioactifs. C'est le lieu de traitement des combustibles usés, qui permet effectivement de récupérer l'ensemble des combustibles qui ont vécu sur les centrales nucléaires en France et à l'étranger, et où on retraite ces combustibles pour en extraire le plutonium et l'uranium. Oui. Ok, et ensuite, donc vous avez continué. Alors, c'était anciennement Cogema. Après, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est devenu Areva ou quand est-ce que vous avez basculé côté Areva. Alors, j'ai basculé côté Areva à la création d'Areva en 99-2000. Mhm. Et ensuite, j'ai exercé mon métier de conseil en santé-sécurité au niveau du groupe. Donc, je suis monté à Paris à La Défense pour travailler au niveau de l'ensemble des établissements, non seulement en France, mais aussi au niveau mondial. J'ai pu ainsi faire partager mon savoir-faire, mes compétences, mes expériences auprès de l'ensemble des collègues de la sécurité un peu partout. Donc j'ai eu l'occasion, juste pour de visiter les quatre EPR, que ce soit Flamanville, Taishan ou celui de Finlande, de Kelluto. Ah, Ouais, le 3. c'est intéressant. Moi, pour le coup, j'ai fait que Flamanville, mais plusieurs fois. Et Ouais, effectivement, déjà, c'est un chantier d'ampleur assez impressionnante. Ah, ça dit, ouais. j'ai fait aussi côté anglais, mais côté Hinkley Point, pardon. Mais Ouais. c'est vrai que c'est des chantiers d'ampleur qui interrogent aussi sur la prévention et sur les cultures qu'on peut avoir justement d'un pays à l'autre. Et justement, c'est des conditions qui sont très très particulières. Je ne sais pas si c'est ce genre de choses qui vous intéresse aujourd'hui dans la prévention, le fait que ce soit adapté ou que ça doit s'adapter à tous les milieux. En fait, oui, c'est un sujet qui est intéressant parce que on a différents types d'interventions. On a d'abord l'exploitant qui, quand la démarche est en phase finale, exploite avec une vision d'exploitant. Et on a aussi tous les intervenants extérieurs qui ont des métiers
de toute nature. C'est pour ça que mon début de carrière, lorsque j'ai débuté, on m'a demandé, avant d'aller exercer votre fonction, il serait peut-être intéressant de savoir ce que fait un soudeur, un échafaudeur, Mhm. un tuyauteur. Et donc, j'ai exercé cette fonction accompagnée, du moins en tant que peut-être apprenti, mais ces salariés-là pendant 2 à 3 semaines chacun, ce qui m'a permis de mieux comprendre aussi leurs problématiques qu'ils pouvaient rencontrer sur le chantier. Et ensuite, effectivement, de pouvoir développer mon point de vue lors de ma fonction en finale. Et par rapport à ces gros chantiers que je viens de citer, c'est important parce que ça permet aussi d'expliquer aux uns et aux autres ce que l'on doit faire et surtout ce que l'on ne doit pas faire. Et ça, c'est vraiment très formateur pour le métier d'ingénieur sécurité, quoi. Ah ouais, bah, tout à fait. Il y a une partie qu'on sous-estime peut-être trop, même si on en parle beaucoup dans le podcast, c'est cet aspect connaissance de l'activité, de passer du temps avec des gens, en fait. Je vais pas essayer Oui, d'être trop théorique là-dessus. Il y a un moment, il faut comprendre les enjeux de l'activité, les contraintes pour pouvoir aider, quoi. Et il y a une certaine humilité dans le rôle aussi qui est indispensable pour pouvoir être efficace, je pense. oui, complètement. Et cette connaissance, cette appréhension du terrain permet aussi d'être connu et reconnu de la part des salariés qui interviennent, parce que si vous n'avez pas forcément la bonne appréhension, vous aurez du mal à diffuser le bon message. Et parfois, c'est important effectivement de comprendre leurs problématiques. Et alors justement, vous étiez à la Défense pour aider directement au niveau du siège. C'est des comment dire, c'est des contraintes qui sont différentes par rapport à quelqu'un qui est directement sur un site. Est-ce que vous pourrez peut-être nous partager un peu à quoi ressemblait votre quotidien et surtout les contraintes que vous avez pour pouvoir mener à bien votre mission? Alors, le poste est effectivement basé à la Défense, mais lorsque l'on vient du terrain, on ne peut pas s'empêcher de retourner à la base. Et ce qui m'a fortement impliqué je dirais, à mettre en place un réseau d'échange des préventeurs sur le terrain. Donc, j'ai régulièrement, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller sur le terrain et d'aller voir ce qui se passait dans le sud, à l'ouest ou à l'est, et puis aussi à l'étranger. Et ça, c'était aussi bien perçu par les collègues, mes collaborateurs, si je puis dire, parce que ça permet aussi de comprendre leurs préoccupations à l'époque. Et aussi inversement, j'ai invité des experts externes à venir voir ce qui se passait et nous aider je dirais, à prendre ou adapter les mesures de prévention associées. Donc, c'est pas parce que j'étais basé à Paris dans un bureau à la Tour Areva, j'ai été aussi très souvent 3 à 4 jours par semaine à l'extérieur. Et ça, justement, alors là, c'est plus une question quasiment pour moi. C'est-à-dire que je vis un peu la même chose. C'est quand on a plusieurs sites, même si on se déplace souvent, pour les sites, ils nous voient 1 à 2 fois par mois ou peut-être 1 à 2 fois par semestre. Et du coup, c'est assez dur de gérer parce qu'on peut pas être partout à la fois, et même si on a l'impression d'être toujours à l'extérieur. Comment gérer le fait d'avoir plusieurs lieux de sollicitation? Et comment, enfin, vous l'avez géré et comment vous avez essayé voilà, d'être le plus présent possible ou en tout cas de garantir une certaine présence le plus efficace possible. Alors, tout d'abord, le réseau, il existait déjà, mais je l'ai conforté, ce qui fait que les uns les autres me connaissaient. Et ça a permis d'échanger non seulement sur le terrain, mais aussi d'abord préalablement à distance, hein. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le numérique Mhm. pour vis-à-vis de la configuration actuelle, mais dans les groupes comme les nôtres, on avait déjà soit des conf calls ou des visioconférences qui nous permettaient aussi d'être présents avec eux. Après, effectivement, on ne peut pas être partout à la fois, ça je vous le concède, mais on arrivait à gérer un peu notre présence, soit virtuelle, mais aussi de terrain par rapport aux préoccupations et des réunions régulières, hein. Moi, je m'étais forcé à exercer, à avoir un calendrier qui me permettait d'aller régulièrement les voir, parler d'une fois par mois, parfois un peu plus souvent en fonction des sites ou des interrogations. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais la première chose, hein, vous l'avez dit un peu tout à l'heure,
c'est d'avoir un très bon relationnel et une crédibilité. Et là, je vous assure, ça fonctionne tout naturellement. Les gens qui ont des soucis vous appellent régulièrement. Et puis, quand ils ont les réponses appropriées, le lien est fait et la relation est effective très facilement. Ah, mais je rebondis complètement sur la crédibilité parce qu'il y a quelque chose qui est la crédibilité et je pense que j'ajouterais même la fiabilité. Il y a parfois des choses dans la prévention des risques qui sont des domaines d'experts tout simplement et on peut pas toujours répondre à tout, mais au moins si l'interlocuteur il sait qu'on va faire le maximum pour pouvoir trouver cette réponse et faire en sorte qu'il ait voilà comment des informations nécessaires quand il le faut. Je pense que ça consolide complètement le réseau, sa fiabilité et sa confiance entre préventeurs et entre personnes voilà, qui peuvent nous solliciter par la suite. Et ça, c'est vrai que je vous rejoins complètement là-dessus. Et donc, du coup, ça, c'était votre activité, on va dire, avant votre prise de retraite il y a assez peu de temps. Euh, mais c'est pas du tout ce qui a arrêté votre activité en tant que telle. Vous avez rejoint, enfin vous faisiez déjà partie du GEPI. Peut-être que vous pourrez déjà commencer par nous parler du GEPI, donc le groupe d'échange des préventeurs inter-entreprises, nous le présenter et nous dire après, enfin on va passer après à sa mission. Alors, le GPI, c'est une structure qui existait, je ne vais pas dire depuis le siècle dernier, mais on n'en est pas loin. C'est une structure qui a été créée initialement par les pétroliers dans la vallée de Seine, avec notamment le SO, qui avait créé une structure d'échange entre les responsables sécurité des différents sites pour pouvoir échanger les bonnes pratiques. Et on a été amenés ensemble à se rencontrer, notamment lors de l'élaboration de nouveaux textes réglementaires, comme la coordination sur nos sites respectifs, et ce qui a permis d'élargir un peu le nombre de personnes adhérant au GEPI. On s'est constitué au fil de l'eau. Aujourd'hui, le GEPI est une structure qui comprend près de 140 entreprises. Euh, L'effet confinement nous a fait progresser, parce que vu la qualité des échanges et puis des remontées d'informations, il y a un bon nombre de sociétés ou de groupes qui nous ont rejoints. Donc 140 entreprises pour 150 membres, sachant qu'il y a des entreprises qui ont 3 ou 4 personnes qui participent. On a des ingénieurs sécurité au travail, des ergonomes, des médecins du travail, donc toute une qualité de pluridisciplinarité. Ça permet aussi d'améliorer le contenu de ce qu'on y fait et de ce que l'on apporte comme, je dirais, solution aux problèmes que l'on rencontre sur le terrain. Le GPI se réunissait, j'allais dire, mais dans la démarche initiale 2 fois par an, en réunion plénière, sur l'un de nos sites industriels. On a pu aller ainsi à Airbus, aussi la SNCF, RATP, EDF. Donc, on a fait un certain nombre de visites sur les différents établissements industriels, et puis on échangeait sur nos pratiques respectives avec très souvent des invités externes, non seulement au niveau de la direction générale du travail, mais parfois aussi des spécialistes, comme je pense à notamment Paul Frima, hein, sur la prévention du risque chimique, et des spécialistes de toute nature dans le domaine de la prévention des risques. Et le GEPI, pour y adhérer, ça se fait par cooptation. Alors, bon, par exemple, Alexandre, vous voulez adhérer au GEPI, vous en faites part à un des membres. J'aimerais bien rejoindre votre groupe de travail, ce que vous y faites m'intéresse. Donc là, la cooptation est lancée au niveau du réseau. On a, je dirais, une boîte mail qui permet d'échanger pratiquement au quotidien. Et la cooptation, en général, elle est validée par l'ensemble du groupe. Et ce qui fait on vous intègre. Là, on a établi aussi une charte de valeurs et un mode de fonctionnement qui permet à tout à chacun d'être bien au courant de ce qu'on y fait. Et depuis le début de l'année, effectivement, on n'a pas pu faire nos réunions régulières, mais on s'est aperçu début mars ou jusqu'à la mi-mars que les échanges et interrogations par messagerie avaient évolué, étaient multipliés parfois par 10, et D'accord. avec
quelques personnes. On s'est dit, mais bon, on va arrêter parce que on ne peut pas non plus passer notre temps à échanger sur notre boîte messagerie et répondre aux questions. Et on a changé un peu de fonctionnement. On a décidé avec quelques acteurs de réaliser des webconférences. Et on a pris la décision d'en faire une par semaine, d'une durée courte, hein, une petite heure, mais suffisante pour qu'on apporte des idées ou des échanges avec les uns les autres. Et aujourd'hui, je faisais un petit calcul ce matin, on en est cette semaine à notre 30e webconférence depuis le début de l'année, enfin depuis la Ouais. troisième semaine de mars. Et ce qui est important et impressionnant, c'est la régularité des participations, des échanges. Et on a même pu avoir des invités externes comme des avocats, parce que le métier je dirais, d'ingénieur sécurité demande aussi beaucoup d'assistance parfois à la compréhension des textes, notamment sur la notion des protocoles qui ont pu être mis en œuvre, plus récemment le télétravail, et puis un peu actuellement sur les négociations santé au travail qui ont lieu avec le MEDEF. Donc des invités externes réguliers hein, pendant à peu près ces 30 réunions. Cette semaine, on en a une où on a un invité externe, c'est un avocat qui vient nous parler justement des conséquences liées à l'accord national sur le télétravail. Enfin voilà, donc quelque chose de dynamique avec parfois des choses très impressionnantes. Un site qui pose une question par rapport à un problème qu'il a rencontré. La question est posée, je m'en souviens encore parce que c'est assez fort, le 18 mars à 19h. Voilà, j'ai un gros problème à résoudre, il est celui-là, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il faut absolument que je trouve une solution dans les 3 jours. Alors, je ne vous dis pas l'ambiance au niveau des échanges, mais ça a été très, très actif. Et le soir même, à 22h, la solution a été trouvée. Moi, ça m'a permis de dire, il y a quelque chose qui se passe et que les gens, quand ils ont des problèmes, les collègues savent réagir et nous apporter des solutions à ces sujets. Voilà. Donc, c'est le fonctionnement que l'on a eu depuis le début de l'année. Très bien. Bah alors, avant justement de rebondir là-dessus, il y a une première chose, c'est vous avez parlé de la présence d'un avocat. Donc, il y a Michel Ledoux qui est aussi un avocat assez connu dans le domaine de la prévention des risques professionnels, qui est intervenu aussi dans le podcast et il fait des éclairages qui effectivement sont très intéressants pour les préventeurs comme moi qui se rendent pas forcément compte que cette lecture juridique des textes, elle apporte beaucoup finalement aux employeurs, pardon. Et je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir avoir des personnes qui ont une autre vision et une lecture qui peut nous aider, nous, à être plus efficaces et plus pertinents dans nos analyses aussi. Et donc là, vous avez parlé de votre fonctionnement après, enfin, depuis le début de la crise sanitaire. Mais moi, je voulais rebondir sur votre fonctionnement, entre guillemets, normal, c'est-à-dire comment vous vous organisiez. Donc, vous alliez dans des sites et vous aviez des thèmes, enfin, vous faisiez une journée, j'imagine, une plénière, où vous aviez des thèmes sur lesquels vous échangez, ou vous aviez peut-être une étude de cas, par exemple, vous allez sur je sais pas, sur une entreprise métallurgique et la personne qui vous accueille vous expose ses problématiques et vous échangez sur les bonnes pratiques que vous proposez, ou lors du jour, il se fait à base d'échanges un peu informels? Non, c'est préparé, hein, tout cela est préparé à l'avance. Hein. On a par exemple, enfin, je vais relater la thématique gestion de la coordination. On sait qu'on on a un sujet sur ce point-là qui nous pose problème. On demande à l'une des entreprises de nous préparer une visite d'un chantier sur lequel ils interviennent, ou alors la gestion des sous-traitants, tout simplement. Hein. Et le rendez-vous est pris, on informe l'ensemble des membres qui veulent y assister, et puis on va sur place avec la visite des installations, ça prend 2 heures, et ensuite en salle de réunion, ça dure une journée au total. Hein. Ouais. Le matin, la visite des lieux, et l'après-midi ou fin de matinée, on commence à évoquer la façon dont l'entreprise gère ses sous-traitants et comment elle les intègre aussi dans sa politique de prévention. Et l'après-midi, il peut y avoir d'autres sujets qui sont abordés ou traités pendant ces réunions, quoi. Mais ce sont des réunions qui sont préparées
2 à 3 mois avant, quoi, hein, D'accord. pour avoir la présence formelle des intervenants, l'acceptation du site et puis les thématiques sur lesquelles on veut échanger. Ce sont des points que l'on initie en avant. Je reprends un autre sujet. Cette année, on devait se voir le 20 mars. On avait préparé cela depuis le mois de décembre. On a eu tous en mémoire l'événement de Lubrizol à Rouen. Mhm. Donc, on avait invité nos parlementaires à venir nous traduire leur rapport de mission qu'ils avaient formalisé à la suite de leurs auditions à l'Assemblée nationale. Et donc, on avait rendez-vous avec eux le 20 mars et on a tout annulé parce que, parce que effectivement, la pandémie était arrivée. Mais ce sont des réunions qui se préparent longtemps à l'avance avec, avec un cadre déterminé, un ordre du jour, comme on le fait régulièrement en entreprise. C'est ça qui fait la force du GPI, quoi. Ce ne sont pas des rendez-vous pour se voir la veille. Et bizarrement, d'ailleurs, les rendez-vous étaient formalisés. On démarrait à 8 heures le matin. Donc, ça veut dire que les gens devaient être sur place la veille. Mais Mhm. la réunion était assez longue et importante. Voilà. Et puis, on a eu des sujets comme ça importants, hein. On parlait tout à l'heure des décrets sur la prévention Ouais, tout à fait. avec les intervenants. Moi, j'ai un autre sujet sur lequel je veux rebondir, mais je crois qu'on y parlera un peu tout à l'heure. On a vécu différentes réformes dans le domaine de la santé et sécurité au travail, et j'en ai une qui est restée dans ma mémoire, c'est celle de 2009 à 2012, où il y a eu un texte qui est sorti, je crois que c'est le texte, je crois, non, c'est pas sûr, je suis certain, c'est le texte du 20 juillet 2011, Mhm. c'est pas 2012, 2011, qui a mis gravé dans le Code du travail le rôle du chargé de prévention. Auparavant, le préventeur, l'ingénieur sécurité, n'existait pas dans le Code du travail. C'est d'ailleurs ce que m'ont fait remonter parfois nos partenaires sociaux en me disant nous, on vous habite bien dans notre CHS, mais sachez, monsieur, que vous n'êtes pas dans le Code du travail, donc vous n'existez pas. Donc c'est un peu difficile d'entendre cela en pleine réunion du CHS, mais c'était aussi la réalité. Donc, on est intervenu au niveau des parlementaires, députés et sénateurs, lorsque le texte était en train de se construire. Et aujourd'hui, vous pouvez voir dans ce texte du 20 juillet 2011 apparaître la notion de chargé de prévention des risques professionnels. Donc, il est institué aujourd'hui dans nos textes. Ça aussi, c'était important d'avoir cette reconnaissance de la fonction dans l'entreprise. Voilà, je voulais juste une aparté, mais je voulais le préciser au moment où on a des négociations Oui. qui existent entre les partenaires sociaux et le MEDEF. Et non, mais justement, je pense qu'on va tout de suite faire une transition vers ce sujet. Vous êtes effectivement consulté lors de ces travaux-là et notamment la réforme qui est portée par Charlotte Parmentier-Lecoq, qui est notamment passée dans le podcast. Et il y a pas mal j'ai eu pas mal de retours des auditeurs suite à cette interview pour savoir finalement, parce qu'elle a beaucoup parlé de calendrier et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en entendaient plus sur la partie contenu et ce que je peux comprendre de la réforme. Donc vous avez pu échanger avec elle directement sur ces travaux et sur la vision, je pense, du GPI et les choses qui devraient être apportées. Je ne sais pas dans quelle limite vous êtes autorisé de nous communiquer des éléments dessus, mais peut-être que vous pourrez déjà nous parler de cet échange et finalement les orientations que vous attendez pour la suite. Alors, je vais être un peu direct, un peu franc avec vous. Vous parlez d'échange avec Madame Lecoq. Ouais. J'en ai pas connaissance. Je suis co-secrétaire du GPI. J'ai pas été consulté, on n'a pas été consulté directement sur ces échanges. Même à l'époque de la sortie de son rapport, qui a eu lieu en 78, en 2018, pardon. En 2018, ouais. Et on lui a proposé, on avait monté une réunion du GPI à Nîmes. Nous étions près de 50 participants de toute nature en matière d'activité, hein, autant dans les usines industrielles, enfin l'industrie, métallurgie, chimie et aussi la construction.
Et on avait invité Madame Lecoq à venir nous voir à l'époque où elle était en train de préparer son rapport. Et on l'a pas vu. Ce qui ne nous a pas empêché de construire un projet de proposition pour gérer la réactivation du domaine de la santé-sécurité, qu'on lui a communiqué en avril 2018. On n'a pas eu trop de retours. Le rapport est sorti au mois d'août. Comme bon nombre d'acteurs du GP, on s'est dit que ça serait quand même bien qu'elle vienne nous le présenter, même si on n'y a pas participé. Donc, on a réussi à avoir un rendez-vous en octobre 2018 à la Défense. Elle est venue nous expliquer le contenu de son rapport. Je pense qu'elle était surprise parce qu'il y avait près de 70 personnes dans la salle. Et je pense qu'elle a découvert qu'il existait un métier de la prévention dans l'entreprise. Je suis un peu brut, hein, mais c'est la réaction que l'on a eue. Et on s'est dit, bon, ça serait bien quand même qu'on puisse se voir régulièrement après. Alors, pour le moment, on n'a pas. Moi, ce qui me concerne, je sais qu'elle a organisé des réunions ces jours-ci par visioconférence. Ouais. C'est quoi? C'est 30 personnes pendant 1 heure et demie. Vous calculez le temps d'intervention par personne, c'est assez satisfaisant. On a une réunion, je crois, le 14. Nous avons demandé une réunion spécifique au GEPI parce que c'est quand même une fonction importante dans le domaine de la prévention et des entreprises. Sans vouloir faire un petit calcul, 140 entreprises aujourd'hui, y compris les sous-traitants, on n'est pas loin des 8 millions de salariés en France. C'est pas inintéressant aussi je dirais, de prendre acte de ce que pensent ces préventeurs au regard de leur activité quotidienne. Mais bon, je sais qu'elle est aussi mobilisée par différentes entités et c'est pas forcément facile d'entendre tout le monde. Mais pour le moment, si je puis vous rassurer, nous n'avons pas été sollicités par Madame Lecoq en direct. Et alors, du coup, est-ce que, peut-être rapidement, vous pourrez nous dire les grands axes que vous voyez dans cette future réforme qu'il faudrait, enfin, les axes impératifs qui sont à ajouter à la réforme? Alors aujourd'hui, je crois que la réforme telle qu'elle avait bâtie, elle est un peu tombée à l'eau. Elle essaye aujourd'hui de terminer un projet qui l'anime personnellement. Ça aussi, je dois le reconnaître, c'est qu'elle fait un bon travail, mais elle est aussi, enfin, c'est pas facile de le placer aujourd'hui dans le contexte actuel avec la pandémie. Alors les grands axes, ben, je les connais pas tellement parce qu'elle doit écrire son document, son projet de loi dans les jours qui viennent, tenir compte aussi quand même du projet des négociations avec le MEDEF. Et on verra en début d'année, puisque le projet de loi doit apparaître au niveau parlementaire en janvier, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, j'ai aucune connaissance de ce qu'elle va mettre sur le papier. Je m'interroge aujourd'hui si le sujet n'est pas plutôt une réforme de la médecine du travail, plus qu'une réforme de la santé et sécurité au travail. Ouais. Mais c'est vrai que Je suis désolé hein, Non, non, mais de dire, au contraire, de dire les choses telles que, c'est quand mais même c'est beaucoup ainsi que je les perçois. sur la partie santé, effectivement. Euh, Après, Quand, comme je quand disais, on parle de prévention, on parle santé, c'est vrai, mais on parle aussi prévention et sécurité au travail. Et jusqu'à présent, dans tous les textes, il y a c'est bien quelque chose de pluridisciplinaire. Donc déjà, si le titre est bien formalisé en amont, on aborde aussi le rôle des différentes fonctions qui interviennent dans ce domaine. C'est un peu ce qu'on lui a déjà dit. c'est un peu là-dessus que vous attendez, du coup, on va dire, des avancées, quoi. On va pas trop s'étendre là-dessus, mais du coup, c'est sur cet aspect plus prévention plutôt que santé, quoi, aujourd'hui. Voilà, oui. Oui, c'est la prévention. D'ailleurs, c'est bien ce que feront sortir les partenaires sociaux, hein. C'est le sujet qui avait été développé dans le plan santé au travail numéro 3, la prévention primaire qui doit prévaloir plus que la réparation aujourd'hui. C'est un peu le dialogue que l'on a eu, on parlait tout à l'heure de Maître Ledoux, on a eu d'autres avocats aussi qui sont venus nous voir pendant Mhm. nos réunions et nos webconférences. Euh, c'est un des sujets que l'on préfère aborder et c'est pas toujours facile lorsqu'on n'a pas forcément la matière pour en parler, mais on aurait bien aimé le rencontrer, oui.
Ok, très bien. Alors, on va continuer sur un autre sujet, sur la partie plus sur votre présence sur les réseaux sociaux, où vous partagez beaucoup des contenus et des échanges que vous pouvez avoir dans le GPI. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager du coup votre volonté derrière et aussi les retours que vous pouvez avoir des gens qui vous suivent? Ouais. Alors, rassurez-vous, je ne partage pas tout. Parce que vous voyez, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. On a énormément d'échanges avec le GPI, notamment depuis la mi-mars. Mhm, Il y a on a d'abord mis en place une plateforme interne au GPI, hein, avec un réseau de mails, de WhatsApp, enfin tous les outils numériques que l'on connaît aujourd'hui, mhm, et, la fameuse réunion hebdomadaire du vendredi matin. Et puis, on a aussi des éléments que l'on aime faire partager. Bon, j'utilise aussi les outils que l'on connaît, hein, que ce soit Twitter ou LinkedIn, qui permet aussi de faire passer des infos que l'on a par rapport aux échanges que l'on a avec d'autres institutionnels, hein, sans vouloir les citer, mais on aime bien travailler avec l'OPP-BTP en particulier, ou même la DGT, qui nous a rendu beaucoup de services pendant la première tranche de confinement sur des questions que l'on se posait. Mais ça, c'est des choses que l'on garde en interne, qui nous servent à travailler. Parfois, effectivement, on peut les mettre au niveau du réseau. Euh, oui, j'ai beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux parce que c'est bien aussi de faire partager la vision des préventeurs, de ce que l'on fait directement et la réalité, hein. On ne s'est pas arrêté pendant le mois de mars, contrairement à ce que l'on aurait pu comprendre. Les préventeurs étaient sur le terrain, ont mis en place des actions, ont beaucoup échangé sur nos pratiques respectives. Effectivement, alors on a échangé en interne, mais on a aussi fait diffuser l'information qu'on faisait valoir sur les réseaux sociaux. Ça mhm. permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc WhatsApp avec le réseau interne, Twitter, parce que c'est bien aussi de passer une information, comme récemment la thématique négociation santé au travail ou le télétravail. Euh, et puis des retours, oui, bien sûr, parce que le fait d'envoyer un message sur ce que l'on fait aujourd'hui ou bien la publication de tel ou tel document permet à des personnes de réagir et on l'évoque après en interne en réunion. Mais le GPI n'est pas une structure. Vous avez peut-être été sur Internet comme tout un chacun, essayer de trouver Tout à fait, ouais. le site du GPI, vous ne l'aurez Mhm. pas. Je vous Non. rassure, vous ne l'aurez pas. On est vraiment un réseau interne où on fait progresser la prévention avec nos membres et nos collaborateurs. Et c'est ça qui fait la force de ce réseau, plutôt que de travailler avec un. C'est pas, non pas que c'est pas bien, mais c'est aussi une je dirais, des idées de constitution de ce groupe de travail, faire en sorte que les informations soient internes et pas colportées à droite ou à gauche. Et je dirais, c'est ça qui fonctionne d'ailleurs. Moi, je suis surpris à chaque fois que j'ouvre une réunion le vendredi, il y a pour moi allez, 30 personnes, quoi. Et pourtant, les gens sont occupés partout. Mais non, il y a toujours des idées, des sources, des questions qui ressortent. Le matin encore, j'ai eu 2 ou 3 messages juste avant la réunion, là, où il faut répondre, il faut reposer la question en interne. Et puis après, quand on a la réponse, effectivement, on la fait partager aux autres, hein. Mhm. Récemment, j'ai fait partager le document que l'on avait émis auprès du groupe de travail de Madame Lecoq en 2018 pour que les gens sachent que l'on avait mené une réflexion. Donc ça aujourd'hui, c'est dans la nature, même s'il était exposé à proposer notre vision de la démarche. Mais justement, moi j'ai l'impression que même peut-être même surtout quand on est très occupé, il y a des moments où on a besoin de cette respiration ou un peu de prendre du recul justement sur son travail quotidien et justement d'avoir cette vision, chez nous on dit plutôt de tête haute pour pouvoir bien cerner les vrais enjeux en prenant finalement des informations de pairs qui ont les mêmes problématiques ou des problématiques différentes, mais une façon de gérer qui peut nous apprendre quelque chose. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez autant de succès en interne, parce que je pense que les préventeurs, ils ont besoin voilà, de cette respiration pour pouvoir ne pas être trop la tête sous... Enfin, quand ils sont la tête sous l'eau, justement, trouver des solutions grâce aux échanges que vous pouvez stimuler.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est ce que je constate aussi, hein. Dans nos réunions, on est très souvent, enfin, un nombre, c'est pas toujours les mêmes parce que les uns les autres, on a des problèmes parfois d'une autre nature, mais on revient sur des thématiques que l'on a abordées parfois quelques semaines avant. Euh, et puis la relation que l'on a entre ces échanges on se met à l'ordre du jour pas trop compliqué de manière à ce qu'on puisse aussi ouvrir la discussion sur de toute nature. Moi, je donne un peu un cadre et puis après, on essaye d'écouter les uns les autres. Et c'est vrai que il y a des personnes que l'on voit pas trop régulièrement et qui là se permettent de réagir, de poser des questions, de repartir sur d'autres sujets, etc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Et c'est vrai que ça permet aussi de se reposer ou de changer un peu par rapport au quotidien de chacun, quoi. Et puis pour tout vous dire encore, on a établi, ça c'est le retour peut-être de fonctionnement de l'entreprise, mais on a établi à la base, dès la mi-mars, une fiche projet de fonctionnement de ces réunions de manière à ce que d'ouvrir le débat et pas fermer trop les thématiques, mais que les gens sachent ce à quoi on doit enfin, comment y participer, comment répondre et faire savoir que la réunion est ouverte et pas fermée. C'est ça qui fait la force. Je suis d'accord avec vous. Ouais, très bien. Et, on va continuer sur une partie outils et recommandations. Quelles sources vous consultez le plus régulièrement et vous pourrez recommander, que ce soit des livres, des sites web, des podcasts, bien sûr liés à la prévention des risques? Alors, concernant la prévention des risques, moi j'ai beaucoup ma source primaire, si je puis dire, c'est effectivement l'aspect technique, juridique. Et je recommande fortement ce que tout le monde connaît, hein, ce sont les éditions législatives, Mhm. qui sont l'une de nos sources, je dirais pas préférées, mais sur lesquelles on a pas mal de consultations. Nos avocats, hein, je suis force de dire que je ne me déplace jamais avec mon avocat, mais vous en avez cité un tout à l'heure, on en a quelques autres aussi qui nous accompagnent. Euh, et on se fait accompagner par eux et aussi par leurs spécialistes, hein, dans les différents domaines, hein. Aujourd'hui, ce sont donc les éditions législatives, les spécialistes juridiques, et puis aussi nos interlocuteurs privilégiés comme la DGT ou même l'OPPBTP avec qui on a beaucoup de relations. Ensuite, est-ce que vous utilisez des outils digitaux et si oui, lesquels et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vous font, en quoi ils vous font gagner du temps ou en tout cas être plus efficace? Les outils digitaux, oui, on les utilise, hein. On a expliqué la plateforme numérique, entre guillemets, avec la plateforme interne, les Google Drive que l'on a mis en place au niveau du GPI. Hein, c'est des choses internes. On a aussi des outils liés au WebConf, hein, que ce soit Skype, Teams ou Zoom, avec des données de données sous nos échanges que l'on intègre après, que ce soit des vidéos, des documents PDF ou des PowerPoint. Et puis pour la réaction immédiate en interne, c'est le WhatsApp. On a constitué un réseau WhatsApp important qui réagit. Là aussi, il faut faire attention parce que moi, moi, le soir, je l'éteins parce que sinon, ça sonne assez régulièrement. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les gens, ils ont une idée, ben, le week-end, ça communique très fortement, quoi. Ce week-end, c'était la déclaration de Madame Borne sur le télétravail qui pouvait Oui. changer de configuration au début d'année. Ben, j'en ai reçu au moins une dizaine de messages, quoi. Donc, Ouais. oui, les outils numériques aujourd'hui, on les utilise, ouais, énormément. Enfin, Mais WhatsApp, euh, et puis Twitter aussi, mais Twitter, c'est plus général, c'est quand on veut communiquer vers l'extérieur. ok. Et c'est vrai que enfin, quand on sait qu'on a un endroit où on peut parler de ce genre de sujet, c'est très intéressant d'avoir des gens qui peuvent justement interagir. Et du coup, moi, je peux comprendre que des fois, il y ait besoin de couper parce que c'est un peu sans fin ce sujet, mais c'est aussi ce qui fait que c'est aussi intéressant. Ensuite, sur la partie innovation, est-ce qu'il y a une innovation que que vous avez vue récemment et qui pour vous, mérite d'être partagée? Euh, En fait, l'innovation, on a déjà
mis en place des réunions dans le cadre du GEPI. Et moi, j'avais engagé une réunion avec comment dirais-je, pas les plateformes, mais les salons, hein, que ce soit Expo Protection ou Préventica. Mhm. Et on avait organisé en 2016, il me semble, une réunion à Préventica avec une grande salle où moi j'avais je dirais, demandé à certaines plateformes de venir nous présenter leurs outils numériques pour la prévention des risques. Et bon, on a des plateformes qui étaient venues expliquer, enfin des entités, tous les outils qu'elles pouvaient mettre à disposition comme objets connectés. Et une dizaine d'entreprises étaient revenues expliquer et je trouvais ça très très bien. Et aujourd'hui, celle qui m'avait vraiment interpellé, c'était une qui permet d'identifier la connexion entre un travailleur et une machine. Je ne vais pas citer le nom, mais vous devez déjà la répertorier. Alors oui, enfin, c'est des échanges que l'on a aujourd'hui. J'en ai pas une particulièrement, mais je ne veux pas non plus faire de la publicité, mais il y en a quelques-unes qu'on avait invité à venir. Et puis d'autres sur la, la, je dirais le relevé de toutes les données que l'on a, notamment par rapport à l'évaluation des risques et aux documents uniques, pour tracer un peu notre prévention à l'année. Oui, on les utilise, mais je ne sais pas si je peux donner l'ensemble. Ça fera partie peut-être d'un échange dans les jours qui viennent sur le gaming. Oui, pourquoi pas. Ouais, ça peut être intéressant, tout à fait. Et donc, du coup, c'est bien une innovation en fait qui prévient la collision, c'est un peu ça? C'est ça, ouais. Oui, Oui, oui. d'accord. Ouais, je crois que effectivement, il y a plusieurs entreprises qui le font, mais je vois de quoi vous parlez du coup. Et, Euh, tr- et- et lorsqu'on les avait fait venir, c'était au début de la mise en œuvre de ce type d'objets connectés. Et c'était vraiment bien, bien perçu. D'ailleurs, certaines entreprises l'avaient mis en place, que ce soit au niveau de la construction, notamment du Grand Paris, dans leurs différents réseaux souterrains, si je puis dire. Très bien. Ensuite, sur la partie avenir de la prévention, comment vous voyez évoluer le métier de préventeur à 5 ou 10 ans? Ben, moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste, hein, malgré ce que je viens de vous dire tout à l'heure par rapport aux réformes dont on entend parler. Je pense que le préventeur aujourd'hui, d'abord, il est reconnu dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important, hein. Ça a évolué au fil de l'eau, hein. La démarche de prévention. Ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est que il y a toujours une inertie, hein. Quand on parle de directive européenne, c'est 89. Quand on parle de documents uniques, c'est 10 ans après. Quand on parle d'application de l'article 7 de la directive européenne de 89, pour moi, c'est la loi du 20 juillet 2011 avec la mise en œuvre du préventeur dans l'entreprise. Mais bon, il y a toujours une inertie, mais si on n'est pas au devant, je dirais, de la démarche, si on va pas, faut parfois oser pour expliquer un peu notre point de vue par rapport aux problèmes que l'on rencontre sur le terrain. Donc, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, si on arrive je dirais, à échanger tous ensemble, ben, comme dans le GP d'ailleurs, parce que vous avez toutes les fonctions rassemblées, je pense qu'on arrivera à, je dirais, encore mieux appréhender le métier du préventeur dans l'entreprise. Donc, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'on arrivera, même avec le texte qui se profile, l'autre idée que l'on a, c'est un peu ce que nous a suggéré Madame Lecoq dans ses petits commentaires que l'on a pu recevoir, c'est travailler à amender le texte quand il sera. C'est dommage qu'on le fasse à ce niveau-là, mais enfin, on y travaillera, hein, à amender le texte euh, pendant qu'il passera à l'Assemblée ou auprès des sénateurs. Très bien. Et enfin, la question que je pose à tous mes invités, quel conseil vous auriez pour le jeune Patrick qui débutait dans le monde de la prévention? Le conseil, c'est qu'il faut pas, il faut oser. Il faut oser d'être présent. C'est pas toujours évident, hein, parce que quand on arrive dans l'entreprise, on démarre un métier. Il faut connaître un peu les rouages des uns des autres, mais faut oser intervenir, il faut oser être présent et savoir aussi se former continuellement, parce que l'évolution
d'abord de la réglementation, du métier, de notre connaissance est nécessaire. Donc, les formations dans le métier, elles existent. Et puis, il faut aller de l'avant. C'est ce que je dis aussi à mes 2 enfants, là, mais qui sont maintenant en phase de rentrer dans leur propre métier. C'est savoir se positionner. Et quand on pense avoir raison sur un domaine, ben, faut le faire. Il faut oser, je pense que c'est un très beau message pour les préventeurs. Merci beaucoup Patrick pour cet échange et merci d'avoir partagé autant de votre expérience avec nous aujourd'hui. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux ou autres? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Patrick Benjamin. Je pense qu'en cherchant, vous pourrez facilement me retrouver. Ou sur Twitter. Je vous invite d'ailleurs, c'est tout simplement GP Sécurité. Et n'hésitez pas à y aller, surtout actuellement, puisque on va faire paraître quelques infos là sur, j'espère, les négociations avec le MEDEF qui vont se terminer ce soir, parce qu'il y a une nouvelle réunion ce soir avec, j'espère, un accord. Ça fera l'objet d'ailleurs de notre réunion de cette semaine avec un avocat qui viendra aussi nous accompagner dans notre réflexion. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!